Éliminatoire du CHAN 2020, le Togo élimine le Bénin dès le premier tour. Nous parlerons aussi de la République démocratique du Congo. Florent Ibenge a décidé de se retirer de la tête de l'équipe nationale. Et puis on évoquera également la Confédération africaine de football avec la Ligue des champions. L'Espérance de Tunis, finalement, déclarée définitivement vainqueur. On en parle ce soir avec Henri Akodo, consultant sportif. Bonsoir. Bonsoir, Samuel. Les éliminatoires du CHAN 2020, je le disais, les affiches du premier tour ont livré leur verdict. Le Togo retrouve le sourire après une victoire poussive sur le Bénin. 1-0, c'est sur ce score étriqué que le Togo et le Bénin se sont quittés dimanche sur la pelouse de Kégué. Ce stade rénové a donc porté chance aux éperviers locaux qui retrouvent le sourire après avoir éliminé l'adversaire du jour. Il y a éliminé l'adversaire du jour. Henri Akodo, c'était prévisible que les Togolais gagnent ici à Kégué? Ce n'était pas si prévisible vu la prestation des éperviers locaux à Porto Novo au cours du match aller au Bénin. C'était pas si prévisible parce que au match aller, les éperviers n'avaient pas déroulé le beau jeu. À Lomé, cette formation avait commencé ce match-là en n'étant pas favori parce que le Bénin était sur une dynamique. Les écureuils du Bénin, l'équipe nationale a fait une très bonne prestation lors de cette dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les autorités béninoises soutiennent l'équipe et donc ces locaux-là étaient venus à Lomé avec cette ambition-là de pouvoir battre les éperviers du Togo encore une fois. Mais finalement, les éperviers du Togo ont eu à gagner ce match-là à l'arraché, même si dans le contenu, le match n'était pas assez impressionnant de la part des éperviers des locaux. Il y avait quand même la victoire au bout et c'est vraiment satisfaisant. Mais est-ce qu'il y avait du jeu? Exactement. Le sélectionneur togolais, à Ballon de C, avait abordé cette rencontre avec une certaine pression parce que selon les médias togolais, il était menacé d'être éjecté si d'aventure le Togo ne battait pas le Bénin. C'était les supposés propos du président de la Fédération togolaise de football, Guy Akpovi. Et donc, Abalo Dossé a organisé son équipe en 4-4-2 pour pouvoir asseoir du beau jeu et aller de l'avant et aller battre cette formation béninoise. C'était un jeu offensif qui était prévu par Abalo Dossé, mais dans le contenu, on a vu qu'en première partie, les éperviers ont éprouvé beaucoup de difficultés à pouvoir asseoir une stratégie. Ils avaient du mal à ressortir proprement le ballon parce qu'en face, cette formation béninoise pressait beaucoup. On avait vu au milieu du terrain Nyama Akate qui était celui-là qui devait déclencher les actions offensives des éperviers du Togo, avait du mal à ressortir proprement du ballon. Il perdait assez de ballons. La transmission de balles se faisait assez difficilement. Il n'y avait pas beaucoup de dépassement de fonction, c'est-à-dire que quand vous avez le ballon, quand le porteur, quand vous avez la possession du ballon, il faut avoir du mouvement autour de vous pour avoir beaucoup de solutions rapides vers l'avant, alors que côté togolais, il y avait des difficultés à jouer assez rapidement vers l'avant. Les latéraux, notamment Bodé et le capitaine Ojou Jean Kossi, avaient des difficultés à pouvoir monter, faire les dépassements de fonction. Il y avait également en attaque cette difficulté-là qu'avait Koudagba Kossi de pouvoir avoir des ballons. C'est un attaquant, c'est vrai, il est bon, il multiplie inlassablement les appels dans le dos de la défense adverse. Mais quand il n'a pas de pouvoir de ballon, qui est en forme, notamment Nan Richard, qui devait lui donner de bons ballons, il est en difficulté. Et donc c'était une prestation assez terne en premier mi-temps, parce qu'en face, il y avait une équipe très organisée, une équipe béninoise très organisée, avec au milieu de terrain ces trois joueurs-là, ce trio, notamment Rodrigue Fassinou, Patrick Sédiamé et Jérôme Bornou. Jérôme Bornou qui a posé beaucoup de difficultés à notre milieu de terrain parce qu'à chaque fois, il décrochait tous les trois pour revenir chercher le ballon et le système togolais était assez désorganisé et les Béninois nous ont pressés, nous ont acculés pratiquement dans la moitié de terrain adverse. En deuxième mi-temps, Abalo Dossé a changé beaucoup de choses. Il a fait remonter Nyama Akate un petit peu. Il a coupé la connexion entre Jérôme Bornou et Patrick Sédiamé qui nous avait fait du mal en premier mi-temps et cela a permis d'avoir un jeu beaucoup plus fluide vers l'avant, des transitions rapides vers l'avant, ce qui nous a permis de pouvoir marquer ce seul but-là, œuvre de Tchakei Marouf. À la fin, on va dire que même si dans le contenu, les éperviers du Togo n'ont pas produit dans l'ensemble du match un bon jeu, un jeu fluide, un jeu tourné vers l'avant, un jeu offensif, il y a quand même la qualification au bout et c'est vraiment salutaire. En tout cas, dans ce jeu, les écureuils partaient plutôt favoris. Ils ont abordé ce match avec un trop plein de confiance, c'est ça? Oui, les écureuils, je ne dirais pas
mais ils ont abordé ce match dans de très bonnes conditions, parce que le coach Moussa Latoudi le disait avant le match, ils sont venus ici à Lomé pour battre encore une fois les éperviers du Togo. C'est vrai, ils étaient motivés parce que c'était le premier match que les éperviers jouaient quand le stade a été rénové. Et donc ils voulaient rentrer dans l'histoire, battre le Togo sur ses propres installations pour rentrer encore une fois dans l'histoire. Et donc le sélectionneur Moussa Latoudi a aligné une équipe en 4-3-3 pour presser le Togo dans sa moitié de terrain adverse. On les a vus, ils ont bien réussi ce jeu-là, notamment Mama Chouraka, leur attaquant Villevorton, un attaquant très véloce qui a posé beaucoup de difficultés à notre charnière centrale, notamment Agbozo Koulsé et l'autre défenseur central Toudi Messan. Ils ont eu assez de difficultés face à cet attaquant-là. Les Béninois ont tellement pressé, ils nous ont acculés, mais ils ne sont pas révélés très incisifs et très décisifs dans le dernier geste, qui a permis au Togo de pouvoir saisir sa chance lorsque on a eu l'occasion pour pouvoir les battre. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire que pour les éperviers, Abalo Dossé a convaincu, son coaching a convaincu? Sincèrement, moi particulièrement, je n'ai pas été convaincu par le coaching d'Abalo Dossé. Je n'ai pas la prétention de changer, de prendre la place d'Abalo Dossé. Je n'ai pas la compétence d'ailleurs, mais quand même, en tant qu'analyste, je pense qu'on a eu assez de difficultés sur nos propres installations. Pratiquement, dans les 30 premières minutes, le Togo n'a pas eu d'occasion. On ne s'est pas présenté devant le but adverse et c'était très compliqué. C'est vrai, ils voulaient jouer en 4-4-2 et quand vous jouez en 4-4-2, c'est un jeu tourné vers l'offensif. Non, on n'a pas senti notre milieu de terrain. Le milieu de terrain à 4, on ne l'a pas senti dans le jeu parce qu'il n'y avait pas une certaine organisation. On se posait la question de savoir est-ce qu'ils ont bien préparé ce match-là dans les séances d'entraînement. Est-ce que ce système tactique-là a été bien préparé? Parce que quand, par exemple, les deux attaquants, notamment Tchaké Marouf et l'attaquant, le même buteur du dernier championnat, Koudaba Kossi, pressaient les Béninois, pressaient les défenseurs béninois, il n'y avait pas ce suivi-là. C'était pas vraiment coordonné. Pour jouer un jeu offensif. Il faut presser l'adversaire, il faut coordonner les pressings pour surprendre l'adversaire, reprendre le ballon à l'adversaire et se projeter vers l'avant. Mais on n'a pas senti ces éperviers-là, surtout le quatuor au milieu de terrain, composé de Nyama Akate, Amekoudi, Dodi, Nan Richard et l'autre joueur Bodé. On ne les a pas sentis dans le match. Le contenu n'était pas ça. Il va falloir se ressaisir si on veut véritablement se qualifier pour un premier championnat d'Afrique des Nations qui va se dérouler au Cameroun. Je rappelle que le Togo n'a jamais eu la chance de participer à ce tournoi qui a été mis en place par la Confédération africaine de football pour promouvoir les joueurs locaux. En face du Togo pour le deuxième tour, il y aura l'Or-Nigeria. On connaît le Nigeria pour sa force. L'ADN du football nigérien, c'est l'agressivité, c'est la puissance athlétique et physique, mais également la créativité de ses joueurs. Le Nigeria a un championnat assez huppé. On a connu des clubs nigériens qui ont gagné les compétitions africaines, notamment Eniba et Noumourandiès. Le Togo ne va pas favori dans ce deuxième match pour les qualifications du SAN, mais on va espérons qu'Abalo Dossé va bien préparer son équipe, va asseoir une bonne base, va asseoir une bonne stratégie pour surprendre les adversaires nigériens. Alors, surprendre les adversaires nigériens, mais vous l'avez dit, si on doit comparer, c'est pas gagnant pour le Togo. C'est pas gagnant pour le Togo. On a encore un championnat amateur au Togo. Nos joueurs sont, je dirais, pas bien formés parce qu'ils ne sont pas issus des centres de formation. Il n'y en a pas d'ailleurs aux standards internationaux. Donc, c'est quand même compliqué pour le Togo de faire face à cette équipe nigériane. Je dirais c'est un pot de terre contre un pot de fer parce qu'en face, le Nigeria, il y a quand même le Nigeria est réputé pour bien former les joueurs. Il y a un football de jeunes assez intéressant là-bas. Il y a la sélection des moins de 15 ans, la sélection de moins de 17 ans, la sélection de moins de 20 ans. Ces sélections participent d'ailleurs à des joutes continentales, à des compétitions continentales. Et ces joueurs-là, véritablement, sont recrutés par les clubs nigérians.
Et ces clubs nigériens-là sont des clubs professionnels. Ouais. Et donc, ça sera compliqué pour le Togo de faire face à cet adversaire. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes en football. On a quand même des joueurs qui ont de la potentialité. Il y a un certain Geli Kofi, même s'il n'a pas joué la fois dernière pour le match retour, un attaquant togolais très technique également, qui peut apporter sa plus-value, parce que c'est un attaquant qui peut garder le ballon, qui peut permettre au bloc équipe de monter. Et donc, le Togo a quand même des potentialités, mais sur les valeurs intrinsèques, le Togo ne part pas favori dans ce match-là. Alors, à la fin du match face aux écureuils du Bénin, moi j'ai écouté l'interview d'Abalo Dossé qui remerciait Claude Leroy. La touche Claude Leroy est passée par là, parce qu'au final, ça n'a pas convaincu non plus. Oui, il remerciait Claude Leroy parce que, justement, il disait que Claude Leroy leur a permis de pouvoir avoir des stages pour perfectionner l'équipe, des séances d'entraînement, parce que initialement, il était prévu que les éperviers locaux devaient avoir 3 jours de stage, mais que le roi a financé à fonds propres. Il a prolongé le stade de 2 semaines. Et donc, c'est sur cette base-là qu'Abalo Dossé était reconnaissant envers le roi. On se rappelle qu'il est toujours le sélectionneur agent des éperviers du Togo. Donc, c'est quand même de bon ton qu'il puisse remercier quelqu'un qui lui a permis de pouvoir asseoir une stratégie, même si dans le contenu ce n'était pas le cas, même si certains c'était en train de croire que c'est un soutien ouvert qu'Abalo Dossé apporte à Claude Leroy, qui est dans des difficultés aujourd'hui. On était très décrié, très décrié, très hué, conçu par le public sportif togolais. On était au stade la fois dernière, j'étais même en conférence de presse, et Claude Leroy, lorsqu'il était arrivé, lorsque le public a perçu Claude Leroy, c'était encore ce cri-là, Claude Leroy démission, cet appel incessant vers le président de la République togolais, Faure Zenam Gnassingbé, pour que Claude Leroy puisse rendre son tablier. Donc, certains tenteraient de croire qu'Abalo Dossé apporte indirectement son soutien à son mentor, si je peux m'exprimer ainsi directement. Est-ce que c'est le cas? Tout simplement, les faits sont là. Il remercie Claude Leroy parce qu'il a apporté son soutien à cette équipe nationale. Parce que ne l'oublions pas, Claude Leroy travaille également, Claude Leroy scrute également tout ce qui se passe autour de cette sélection locale. Parce qu'il y a des joueurs, des potentiels joueurs qui peuvent jouer dans la sélection A. Parce que très prochainement, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde, les préliminaires de la Coupe du Monde 2022, Qatar 2022, qui vont commencer très bientôt. Le Togo va affronter les îles Comores en match aller-retour. Il y aura également les éliminatoires de la CAN 2021 qui vont commencer bientôt. Et donc, c'est de bonne guerre que le roi puisse être toujours dans l'environnement de cette sélection locale-là, parce qu'il y a des potentiels joueurs qui peuvent étoffer la sélection nationale. Mais vous qui êtes consultant sportif, est-ce que vous arrivez à comprendre quand on dit que le président de la Fédération de football met la pression sur Abalo Dossé parce qu'il veut des résultats et n'arrive pas à broncher face à un Claude Leroy qui ne produit rien comme résultat? C'est assez compliqué. Selon les indiscrétions, certains disent que aujourd'hui, le président de la fédération, d'ailleurs le comité exécutif de la Fédération togolaise de football, ne peut pas influencer les décisions par rapport à la fonction de Claude Leroy, parce que Claude Leroy n'a pas été recruté par le comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Claude Leroy a été recruté par le président de la République selon certaines indiscrétions. Et donc c'est vraiment compliqué pour le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossi Akobi, de pouvoir élever la voix, de pouvoir demander des comptes à Claude Leroy. Est-ce normal? Je dirais non. Si véritablement cela s'avère que c'est le président de la République qui a recruté Claude Leroy et que Claude Leroy ne peut pas rendre des comptes au comité exécutif de la Fédération togolaise de football, ce n'est pas du tout bien, parce qu'aujourd'hui, normalement, Claude Leroy doit rendre des comptes d'abord au directeur technique national. D'ailleurs, on n'en a même pas. Après, il doit rendre des comptes au comité exécutif de la Fédération togolaise de football. C'est dire que ça pose la question même de la gouvernance de notre football. Si nous voulons un football qui puisse nous apporter des résultats escomptés, il va falloir travailler, asseoir une bonne base, définir un cap donné, définir une stratégie, une politique sportive assez claire, respecter les choses, faire les choses dans les règles de l'art pour atteindre les résultats escomptés. Sinon, on ne fera que patauger, on n'aura pas des résultats espérés. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut dire de Claude Leroy? Parce que quand on a vu qu'à la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations, des pays qui ont réussi quand même, des entraîneurs, qui ont réussi à mener leur sélection
à la CAN, donc qui participent, qui n'ont pas été dégagés en éliminatoire et qui, pour n'avoir pas produit de bons résultats, décident de jeter le tablier comme c'est le cas de la République démocratique du Congo où le sélectionneur Florent Ibenge quitte les Léopards au terme d'une période de 5 ans à la tête des Léopards. L'équipe nationale de football de la RDC, l'entraîneur rend son tablier. Je souhaite bon vent à mon successeur avec ces mots. C'est avec ces mots que Florent Ibenge, depuis le siège de la Fédération congolaise de football, a quitté les Léopards après 5 ans au poste de sélectionneur. Il a compris que ça ne lui réussissait plus. Véritablement, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, de parler avec, de m'entretenir avec le sélectionneur national de la RDC, Florent Ibenge, lors de l'année du football africain, en marge de cette de ce grand événement. J'ai eu la chance de discuter avec lui et j'ai senti dans ses propos véritablement que, au-delà de tout, il était assez heureux par rapport à son bilan à la tête des Léopards. Mais j'ai senti également un sélectionneur qui était un peu dépité de n'avoir pas pu atteindre ses objectifs, l'objectif principal qui lui a été assigné, notamment permettre à la RDC de remporter enfin un trophée continental après les 2 derniers, depuis les années 70. Il n'a pas réussi et je sentais véritablement qu'il nous sait des regrets, mais il disait substantiellement qu'au-delà de tout, au-delà des moyens qu'il a eu, il a quand même hissé ce football congolais là à un niveau où ses prédécesseurs n'ont pas pu réussir et donc c'est quand même satisfaisant pour lui. Je dirais finalement qu'il a agi en patriote parce qu'il a senti véritablement que la RDC était c'était la fin d'un cycle et il fallait repartir sur un nouveau cycle et il faut donner la chance à d'autres personnes de pouvoir s'essayer à ce métier passionnant-là de sélectionneur national. Alors, est-ce que, parce que si on le dit, Florent Ibenge a quand même réussi à faire un bilan, hein, si on compare son bilan à ceux de ses prédécesseurs, exactement, il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas si mauvais que ça. Florent Ibenge, il a été recruté, d'ailleurs, c'est un ancien international congolais. Il a été même capitaine des Léopards de la RDC. Florent Ibenge, c'est quelqu'un de très organisé, de très méticuleux. D'ailleurs, il a eu la chance de pouvoir faire les grandes études. Il a étudié à Lille. Il a eu un master en sciences économiques. Et au-delà de cet aspect, c'est quelqu'un qui est un passionné de football. C'est quelqu'un qui incarne un certain charisme. C'est quelqu'un qui parle à travers son aura. C'est quelqu'un qui a un grand aura parce que d'ailleurs, dans la plupart des sélections, des équipes dans lesquelles il était passé, il était d'ailleurs même capitaine, il me faisait la confidence la fois dernière, et donc il voulait véritablement devenir sélectionneur national, et il était arrivé là-bas. En 2015, il a permis à la RDC de pouvoir se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, et de se hisser pour la première fois depuis 1998 en demi-finale et de remporter finalement la 3e place de cette CAN-là. C'était un exploit pour cette RDC qui revenait au premier plan du football africain parce qu'avant qu'il ne revienne, la RDC avait essuyé des échecs cuisants en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations avec le Roi notamment, avec cette élimination au premier tour en 2013. En 2017, il a hissé encore la RDC en quart de finale. Ils ont été malheureusement battus par le Ghana au Gabon, alors qu'ils étaient favoris pour ces matchs de quart de finale là. En 2018, il a encore permis à la RDC de frôler de peu la qualification pour la Coupe du Monde en Russie. Je dis frôler de peu parce que depuis très longtemps, la RDC n'était plus dans cette position là pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Florent Ibenge a réussi cet exploit parce que depuis 1974, la seule participation d'ailleurs de la RDC pour la Coupe du Monde, le Zaïre de l'époque avec le président Mobutu Sese Seko, la RDC ne s'est plus hissée à ce niveau. Florent Ibenge a permis à la RDC de pouvoir jouer ce dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. Malheureusement, ils ont perdu le scénario du match. La RDC menait 2-0 pour ce grand match au Stade des Martyrs avec 90 000 supporters. Et à 15 minutes de la fin, la Tunisie a égalisé, ce qui a mis en mal cette formation-là. Ils n'ont pas pu se qualifier pour cette coupe du Monde. En 2019, tout récemment pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le bilan n'était pas vraiment satisfaisant, même si c'est relatif. Il faut dire qu'avant cette Coupe d'Afrique des Nations, le président de la Fédération congolaise de football association, le président Constant Omari Omologa, a signé clairement l'objectif d'aller gagner ce grand final là.
est-ce qu'il avait les moyens de le faire? Parce que il faut se dire les choses assez clairement. Avant cette Coupe d'Afrique des Nations, même si la RDC a fait une très bonne préparation à Marbella en Espagne, les cadres de la sélection n'étaient pas en bonne forme. Il y avait Chancel Bemba qui n'avait pas du tout joué dans son club dans le championnat portugais à Porto avant le recoupement international. Il y avait Yannick Bolasie qui revenait de blessure. D'autres cadres également n'étaient pas en forme. Il y avait pas le Dieu merci Mbokani n'était pas sélectionné d'ailleurs. Il y avait assez de difficultés. Bel Kakuta, celui-là même qui est la figure de proue de cette sélection, joue désormais en Chine, en Super League chinoise. C'est pas le plus grand championnat au monde. Donc, ils avaient des difficultés dans ce premier match-là face à l'Ouganda. Ils n'étaient pas rentrés bien dans ce match-là parce qu'à la veille, ils n'avaient pas pu avoir de reconnaissance de terrain parce qu'il y avait un problème administratif. Ils devaient se rendre à l'hôpital pour refaire des tests. Et donc, ce qui ne leur a pas permis de pouvoir bien rentrer dans cette compétition, ils ont perdu face à l'Ouganda, face à l'Égypte. Dans le contenu, ils ont produit un bon jeu, mais l'Égypte les a battus. Le troisième match, ils ont gagné. Le Zimbabwe, ils ont joué ce match des huitièmes de finale. Ce match-là qui ne devait pas normalement perdre. Quand nous regardons les circonstances du match, ils ont dominé le match, mais finalement, Madagascar a gagné au tir au but. Donc, c'est dire qu'au-delà de tout, Florent Ibenge a quand même hissé le football congolais à un niveau assez élevé aujourd'hui, même s'il nourrit des regrets, même si on peut le reprocher le fait de n'avoir pas pu gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Il a quand même gagné, il ne faut pas l'oublier, ce championnat d'Afrique des Nations en 2016 avec cette sélection locale. C'est quand même satisfaisant pour cet entraîneur local qui a permis à cette formation de la RDC de revenir au premier plan du football africain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Florent Ibenge a démissionné de lui-même ou il a été poussé à la démission? Il a démissionné de lui-même. Il s'est rendu à la fédération, au siège de la Fédération congolaise de football association, et il a eu des entretiens avec le président de la Fédération congolaise de football association, monsieur Constant Omari Omologa. Il lui a clairement signifié qu'il veut se consacrer à sa fonction d'entraîneur du club AS Vita Club, parce qu'il faut le rappeler, il cumulait les deux postes. Il est entraîneur de l'AS Vita Club et sélectionneur national. Et donc il disait qu'aujourd'hui, il est temps pour qu'il puisse cesser au niveau de la sélection nationale. Et donc, véritablement, il veut se mettre au service de ce football congolais-là, avec le club d'AS Vita Club. Il faut rappeler également que Florent Ibenge est l'un des rares entraîneurs des sélections africaines qui ont pu réussir à faire le mixage entre des joueurs locaux, les joueurs du cru local et les joueurs expatriés. Il a permis à plusieurs joueurs locaux de pouvoir intégrer cette équipe des Léopards de la RDC, l'équipe A bien sûr. Notamment, il y a le latéral droit Issama Peko, un latéral droit qu'il a sélectionné depuis et qui véritablement est toujours titulaire, malgré qu'il y a la concurrence des autres expatriés, notamment Jordan Ikoko, le joueur de l'en avant Guingamp. Ce sont des joueurs quand même qui ont permis à la RDC de pouvoir véritablement se hisser à un haut niveau. Il y a d'autres également, notamment notamment Merveille Bopé, le défenseur central, Kassusula, Klitcho. Il y en a plein qui évoluent en RDC, qui ont eu la chance sous Florent Ibenge d'intégrer cette sélection nationale de la RDC. C'est quand même quelque chose à encourager. Troisième sujet, nous parlons de la finale de la Ligue des Champions. La finale de la Ligue des Champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et bien finalement, après moult rebondissements, elle a connu enfin son dénouement après la réunion de la commission de discipline de la CAF mercredi. Elle a sorti une décision importante. Le titre acquis sur le terrain par l'Espérance de Tunis est conservé. Ce verdict est tombé suite aux plaidoiries des deux parties concernées par le dossier. Du coup, l'équipe tunisienne est sacrée championne de la Ligue des Champions saison 2018-2019. La commission de discipline de la CAF motive sa décision par le refus des joueurs du Wydad de reprendre le match après le dysfonctionnement du VAR. Les joueurs marocains ont boudé les minutes restantes de cette finale de la Champions League africaine. Cette décision, elle est justifiée? La décision est clairement justifiée. La commission de discipline n'a fait qu'entériner véritablement, si je peux m'exprimer ainsi, les décisions du tribunal arbitral du sport qui disait véritablement que le comité exécutif n'était pas compétent et qu'on ne devait plus jouer cette finale. La commission de discipline a tranché sur la base des tests de la CAF
qui stipulait clairement en substance qu'en cas de forfait, en cas de refus de pouvoir continuer un match, l'équipe qui a refusé, qui a posé cet acte antisportif, entre guillemets, est déclarée perdante. C'est ce que cette commission de discipline-là a fait. Je dirais que c'est la fin d'un grand feuilleton, plein de rebondissements, vous l'avez souligné bien sûr. Quand même, cette fin, quand même, va remettre une certaine sérénité dans la maison parce que la CAF était traversée par plusieurs tumultes ces derniers temps. On sait tout ce qui entoure la gestion au niveau de cette Confédération africaine de football avec la prise de fonction de Fatmata Sarr et la secrétaire générale de la FIFA qui est revenue mettre de l'ordre de la maison. Certains disent que c'est une forme de mise sous tutelle de la CAF que la FIFA est en train de faire. Mais ce que je pourrais dire à ce titre, c'est que aujourd'hui, les faits démontrent véritablement que la gestion à mat n'est pas les plus reluisants. Cette gestion n'est pas vraiment orthodoxe. Il faut mettre de l'ordre dans la maison. Et c'est de bonne guerre que la FIFA, à travers sa secrétaire générale, est dans cette dynamique-là pour aider cette confédération de football, africaine de football à pouvoir se mettre sur les bons rails. Alors maintenant, même si la coupe reste dans la maison Espérance de Tunis, ce n'est pas une victoire très glorieuse non plus. Ce n'est pas une victoire très glorieuse, mais il n'y avait pas 1000 solutions. Ce sont les tests qui ont été appliqués clairement, parce que si d'aventure cette commission statuait autrement que ce qu'il a fait, je pense que ça constituera un mauvais précédent pour le football africain, parce que chaque équipe, quand par exemple il y aura une décision arbitrale qui peut être contestée, peut refuser de pouvoir jouer et peut s'appuyer sur cette jurisprudence-là pour véritablement mettre en marche le football africain. Je pense qu'au-delà même de cette sanction, il y a eu d'autres sanctions également, des amendes qui ont été infligées aux différents acteurs de cette finale polémique, notamment le président de l'Espérance Tunis, Mohamed Medeb, a été sanctionné. Il doit payer une amende de $20,000. L'équipe de l'Espérance de Tunis même également a été sanctionnée pour utilisation de fumigène au niveau des supporters, $15,000. L'équipe également du WAC également doit payer un certain nombre d'amendes. C'est-à-dire que cette décision quand même va décourager d'autres futurs contestataires de cette décision arbitrale. Mais tout cela révèle quand même que le VAR ne convainc pas encore. Clairement, le VAR, je le dis très souvent, le VAR a été inventé pour corriger les imperfections qu'on peut avoir dans le football. Le football a des valeurs universelles. Est-ce que l'Afrique a des moyens suffisants? Aujourd'hui, dans nos États, il y a tellement de priorités, la santé, l'éducation. Est-ce que l'Afrique a vraiment des moyens assez colossaux pour pouvoir s'enquérir de cette technologie? Voilà un peu la grande question. On s'en est rendu finalement compte qu'au cours de cette utilisation du VAR pour la première fois dans cette finale-là, il y a eu des difficultés parce que le VAR était tombé en panne. Donc il va falloir s'asseoir, réfléchir autrement, mettre véritablement les choses en place pour que cette utilisation-là ne fasse plus polémique désormais. Henri Akodo, merci d'être passé. C'est moi plutôt. Consultant sportif Afrique Info Sport. C'est la pause. Après le journal, on est ensemble pour Regard Croisé.